Alors, Kaufo, Kawal Numando, Amunie, Jamakule Munbekan, la Watina, Lumière TV sans fait, Lumière TV, Jabarniso, Moulukumape, Katase, ma boma, même Kato, Kunafoni Gelen, Obseka Soro, Kunafoni, et Fonka, Inafo, Koromunu Keranga Jamanakono, and Komunbekake, in Watina, B. Ambi 20 janvier la 20 janvier nda fora mo hakili bijigi anga fama la ndoye anga finitugu ye fama ni afora biko fama kundura tona kera fama ye sambioro ani sanani woti tleta ani nani woti kalota ani nani sambioro ani sanani feundo de kera kodo do kera de kama bi anwula kanyesi anga mabadoma mami na bise ka chamon fena anga fintugu akola sabla mado mami nda wala du kono kama adu kono ka kodo adu kono wa halisa abo adu kono donga anga donka fo ko do benno udomba be anga nyini kunye don bi ambi chedo fo chedo daw aletiga ba kamera la kam munmunu Amadou Sala Touré aw dengue na balmake kuma barabe mbolo en sera son excellence ambassadeur ma et d'abord une seconde. Ah bah, elle est là. Alhamdulillah. Mais quelle est la langue qui vous va un peu bien là? Est-ce que vous voulez en français? On va ok, on mélange les deux. Surtout français. Alors, donc veuillez vous présenter déjà à ceux qui nous regardent à travers le monde. Alors, je m'appelle donc ambassadeur Birahim Soumaré. Donc, j'étais dans la diplomatie. J'étais ambassadeur conseiller diplomatique, ensuite ancien ambassadeur du Mali en Turquie. En Turquie. Alors, qui est d'abord Ibrahim Soumaré? Almakeu, Balmamsou, électromina de Jorabi Aula, ou Banapeu, Walma, Sogonominão, Misirikonominão, Studio Minão, Salle de conférence Minão, Fokatase, Bafou Minoma, Morokelempe, Sororo Kelempe. Hate Fune Dumasi, chez Mamoutou Traoré, Yele électronique. Aflani Nibura, Memo Srafrala, Kibi Yele Kata, Centre Mable Fanfe. Yannika Fara juste, Ibi côté gauche ladje, Yele électronique, chez Mamoutou Traoré, Iba Soreno. Imo menacé, Minao Minama, Aminam Bele Jelibe. Inafo Bafoul. Guitari. Lampadaire. Chaise. Micro. Piano bola. Batterie. Ampli. Microphone. Fokatase lumière ma. Maoma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamoutou Traoré Kayorola niye nyogome bla chenche kul sanfé tege tayira suni ne weche fune dimanche otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamoutou Traoré Kayoro segre yele électronique hatte Deka style Sambegay Kayoro afleni kalabankura ndi boro dugu kono ndi bita aéroport la ibi frais droite fe police ko ya nega se sengare ko hotel ma carré folo ndi hôtel seulement ibi droite la je Sambegay Kayoro bi soro no Deka style aw mo be kalalike sugo sugula abi soray boro diri ordinateur boro diri 217 couture wolof couture nigérien costume africain couture ou modèle Jumai Fay mao mabe bazan sugo fanando kadiye ibitaye no 2 pièces 3 pièces faux pièces nous belle jeli obisoro Sambagay Kayoro la Deka style ay munumunu ya no bi galombo anda mao mabe kanda akadiye libora jamaka griko jamaki nyiniga ikan fini ya kalami yeni fini domi ni fini ya sami ni bafe mawa kabila ni bafe mawa kudawa kilaje kunche Sambagay Kayoro la ika galombo anda Deka style Sambagay Kayoro nay pari ika parili nagado mo tonuna. Alors, je viens de me présenter. En réalité, je suis un des enfants de feu le général Abdoulaye Soumaré. Abdoulaye Soumaré. Voilà, qui est, comme vous le savez, le premier général de notre armée. Okay. Et ceci m'incline à beaucoup m'intéresser à l'histoire de l'armée malienne, particulièrement. Bon, il y a l'histoire diplomatique aussi, mais surtout l'histoire de l'armée malienne. Et c'est une occasion que vous m'offrez de parler un peu de l'armée malienne. Alors, vous êtes l'un des fils de l'ancien premier général, on peut dire comme ça, du premier général de l'armée malienne. Abdoulaye Soumaré même, il est qui? Comment il est venu vraiment le premier général de l'armée malienne? Pouvez-vous nous parler de cela? Alors,
le général Soumaré, à l'image d'ailleurs de la plupart des premiers officiers de l'armée malienne, est un officier français qui était de l'armée coloniale française et qui a fait donc toute sa carrière dans l'armée coloniale. L'armée coloniale qui prend le jour véritablement le 7 juillet 1900 et qui vient remplacer ce qu'on appelle les tirailleurs sénégalais du 20 juillet 1857. Mais vous allez remarquer qu'on va toujours parler de tirailleurs sénégalais jusqu'à la fin, jusqu'aux indépendances. Ouais. Alors, il est né à Saint-Louis, mais il est originaire de Ségala en Bidéli. C'est un Soninké originaire de Ségala en Bidéli. Alors maintenant, comme il est né en France, comme il est né à Saint-Louis du Sénégal, son papa était commerçant, il a donc eu la nationalité française et il était d'ailleurs officier français. Officier français, tout simplement parce qu'il est né à Saint-Louis. Il serait né à Ségala ou ailleurs, bon, il serait pas officier français, vous comprenez. Alors, c'est ça c'est le système colonial français qui avait l'art de non seulement nous dominer, mais également nous faire en sorte que nous soyons séparés. D'accord. On faisait en sorte que celui qui est de ce coin n'ait pas le même statut que celui qui est dans l'autre coin, alors qu'en réalité, tous les deux étaient considérés avec un mépris royal par la puissance coloniale. D'accord. Voilà. Alors, à quel moment, en réalité, vous avez compris que votre père est le premier général de l'armée malienne? Oula. Et à ce moment, en 1961, le 20 janvier 1961, avez-vous quel âge? Alors, 20 janvier 1961, je crois que je devais avoir au moins 6 ans. 6 ans. Même pas, non. J'avais 6 ans au décès de mon père en 64. Donc, disons que je devais avoir 6 ans, 3 ans et demi, 4 ans. D'accord. Voilà, donc, voilà. Depuis à l'époque, vous avez compris que votre père était le premier général de l'armée malienne? Non, je l'ai appris beaucoup plus tard. Je l'ai appris au moment où on commence à percevoir ce dont je me souviens. C'est que d'ailleurs, c'est le domicile, c'était au ministère de la Défense, l'actuel ministère de la Défense, c'était le domicile du général Soumaré. Et je me souviens que chaque fois, les matins, et ça, comme j'étais petit, ça m'a frappé, le président Modibo Keïta venait très tôt le matin, avec tous les membres du gouvernement, faire de l'éducation physique. Ah bon, à la maison là-bas? À la maison. Donc je les voyais courir là. Et moi, ce qui me frappait le plus, c'est la longueur du président Modibo Keïta. Ah bon? Donc il était au-dessus de tout le monde? Au-dessus de tout le monde, non seulement par le physique, mais par l'esprit. Alors donc ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui a continué à me marquer, même durant mes études universitaires, mon militantisme, même politique, a commencé vraiment à naître de là. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une maman, paix à son âme, qui était très politique et qui était très attachée au président. Mais en parlant un peu de la maman, elle était sénégalaise, malienne, française? En fait, elle aussi, ses origines, c'est Ségou. Vous savez, Ségou, tout près de Bamako. Lorsque Archinard est venu en 1890 pour prendre Ségou, beaucoup de Alpulaar ont été obligés de partir de Ségou. Certains sont allés s'installer à Caille, d'autres ont traversé Caille, sont allés jusqu'à Saint-Louis, d'autres sont allés jusqu'à Dakar. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient partie soit de l'entourage d'Ahmadou Sékou, parce que c'était Ahmadou Sékou, ou soit ils avaient des liens qui faisaient qu'il fallait que, sauf qu'il peut, quoi. Alors, donc ça aussi, ça appartient à nos historiens de faire ce genre de recherche. Moi, par exemple, c'est en venant, après mes études, en venant à Kourouba, en travaillant à Kourouba, que je me suis moi-même intéressé parce que ma maman m'en avait parlé. Donc, j'ai commencé à faire des recherches pour essayer de voir les tenants et aboutissants. Alors, bien entendu, c'est la tradition orale. Exactement. On a nos historiens traditionnels que je trouve qu'on n'exploite pas suffisamment parce qu'on a le mythe de l'histoire écrite, c'est vrai.
vrai qu'il faut que l'histoire soit écrite. Exactement. Mais également, il faut tenir compte également de nos valeurs, Ouais. la manière Ouais. dont nous transmettons l'histoire. Justement. Alors, donc, j'ai connu des gens qui m'ont beaucoup aidé dans ma démarche de recherche. Ah, d'accord. Donc, votre maman, elle est originale de Ségou. C'est en son grand-père. Ah, oui. Voilà, qui est originaire de Ségou. Ah oui, D'accord. parce que maman quand même est de 1932. Alors, ce sont ses grands-parents qui ont quitté, qui ont été obligés de Oui, quitter. des Ségou. De Ah, donc, le Peul alors. Oui, c'est une peule, c'est une peule. Ah, d'accord. Alors, et puis, beaucoup se sont installés à Caille, d'autres... Vous savez, même vous savez, dans l'histoire de notre pays, là, l'immigration à l'intérieur du pays, Oui. c'est quelque chose d'extraordinaire. Soit pour des histoires de sécheresse, soit pour des histoires de guerre, soit pour des histoires de succession au trône, ou soit pour des histoires de révolte. Oui, Beaucoup de gens ont migré. Alors, vous trouvez, par exemple, lorsque vous allez dans l'Empire de Songo et même plus Justement. loin, la plupart le fondateur, c'est un Soninké. Justement. Voilà, toi-même tu es Touré, je me demande si tu n'es pas Soninké par hasard. Justement, vous parlez de ça en réalité. Et ça, ensuite, le colonialisme a travaillé ça aussi. Il prenait des gens d'un coin pour l'envoyer dans l'autre coin, pour le brimer. Et ça, c'est quelque chose également qu'il faudrait que nous étudions, que nous travaillons. Oui. Et il appartient à tous les Maliens, toutes les Maliens, de faire cet effort-là. Oui. De comprendre que l'histoire, c'est notre histoire, et de comprendre que la présence coloniale a été un désastre même du point de vue des relations du tissu social malien. Vraiment. Voilà. Alors, revenons vraiment à notre armée. Et vous avez dit que vous vous rappelez quand Modibo, avec son gouvernement, venait faire des exercices physiques oui. avec les généraux. Mais alors, connaissez-vous quelques amis militaires? Pouvez-vous nous dire quand même les noms de quelques amis militaires de notre fait général? Ah oui. D'abord, vous avez Amara Danfaga, Oui. qui lui aussi, comme le général Soumaré, est venu du Sénégal. D'accord. Amara Danfaga est de Djurbel. Ah, ok. Alors, vous avez Amara Danfaga, vous en avez beaucoup. Ensuite, ceux que j'ai connus, ceux qui ont même fait Saint-Louis sans être originaires de Saint-Louis, des gens comme Walla Game, des gens comme Koké Dembélé, ils ont fait, parce qu'à partir de 1923, on met en place ici les écoles pour des enfants de troupe. Oui, il y en a à Kati, l'école de Kati, et ensuite il y a l'école de Bango, Dakar Bango. Et même mon ancien patron, Djonkunda Traoré, son papa Boubacar Traoré a fait Saint-Louis. Djonkunda Boubacar. Lui aussi, son père était militaire? Ah bah oui, Boubacar Traoré. Mais c'est le premier chef de la garde de l'armée malienne. D'accord. Il s'appelle Boubacar Traoré. Il est venu de l'armée française. Il est capitaine depuis 1956. 1956. Il avait le grade de capitaine. Il est revenu dans l'armée avec le grade de capitaine. Donc, ça, c'est mon ancien patron, j'étais son conseiller diplomatique à Koulouba. Alors, lui aussi. Lorsqu'il était président par intérim. Voilà, exactement. Alors, donc, vous avez, il y en a beaucoup. Et puis, sans compter, même le colonel Sékou Traoré, qui est devenu chef d'état-major après le décès de mon papa lui-même, il est né où? Il est né au Congo. Ah bon? Ah oui, il est né au Congo en 1912. Pourquoi? Parce que son papa, probablement, tirailleur, était de là-bas. Parce que lui, c'est un enfant de tirailleur. Bon, le général Soumaré n'était pas enfant de tirailleur. Bon. Alors, donc, vous voyez, tout le monde... D'ailleurs, ces officiers n'avaient pas même le sens des micro-États. Parce que certains parmi eux ont servi au Congo. Donc ça, c'est l'Afrique occidentale, équatoriale française, qui est créée en 1910. Ensuite, vous avez nous qui sommes la OEF, le 13 juin 1895. Donc, ces gens n'avaient pas, ces militaires-là, puisqu'on les envoyait n'importe où. Justement. Mais on les rétribuait jamais selon leurs valeurs militaires. C'est ça. C'était l'avancement. C'était méprisant, quoi. Méprisant. L'avancement dans le grade était discriminatoire. C'est des gens qui ont d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'à l'indépendance,
tous ces officiers viennent avec le grade de capitaine, hein, tous ceux qui ne sont pas nés dans les fameux quatre communes. Soumaré devient colonel dans l'armée française parce qu'il est né à Saint-Louis, mais c'est toujours... Les autres qui n'ont pas eu ce privilège-là d'être... Mais ça n'a rien, et puis même, il n'y avait même pas de privilège, hein, puisque Soumaré lui-même, il y avait des frustrations. Justement. Parce que moi je me souviens, lorsque j'étais élève et que j'étais à Rouen, alors lorsque j'étais à Rouen, le commandant de la place militaire de Rouen, qui était un promotionnaire de mon père à l'école Saint-Mexan, à l'école d'infanterie et de chars, alors il me disait que, enfin lui, il m'a dit, bon, moi je suis général de division depuis 1962. Vous imaginez Soumaré, ils sont de la même promotion, ils ont fait le même parcours. Soumaré, en 1960, il devient colonel le 1er octobre 1959. Alors, donc, bon, si jamais il avait arrêté Modibo ou s'il n'avait pas participé, s'il n'avait pas répondu à la convocation que Modibo avait fait le jour de la Fédération du Mali, on lui avait promis que si tu ne viens pas à la réunion de Modibo, on te fait général de brigade. Hein? Il a refusé. Il a refusé. Donc lui, il a refusé de trahir Modibo. Il a accepté d'être colonel en refusant la trahison. Je répète, le général Abdoulaye Soumaré aurait pu être général français dans l'armée française. D'ailleurs, un grade qu'il aurait pu avoir, puisque ses promotionnaires l'avaient dépassé depuis Mathusalem. Mais comme c'était un bon nègre, que tu sois né à Saint-Louis, à Dakar, à Gorée, tu es nègre. Nègre, c'est nègre. Donc l'avancement est lent. Pourquoi? Parce que tu es nègre. Bon, alors, mais lui, lorsqu'il y a eu les événements de l'éclatement de la Fédération du Mali, il y avait le chef d'état-major, qui est celui qui commandait l'armée française au niveau de la OF, qui est venu le voir, ça c'est ma maman qui me raconte ça, qui est venu le voir à la maison des anciens combattants pour lui dire, bon voilà, il ne faut pas répondre à la convocation de Modibo, pour prendre des mesures de protection pour que qu'il n'y ait pas l'éclatement de la Fédération du Mali. Je comprends. Alors, et là, ma maman me dit qu'ils se sont mis dans le bureau de ton papa, ils ont discuté, après il est sorti, j'ai vu que ton papa était un peu secoué, je lui ai demandé, mais Soum, parce qu'il appelait Soum, Soum, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu t'imagines? Il me dit de trahir Modibo Keïta, je lui ai dit que moi je ne trahirai jamais, je suis derrière la Fédération du Mali. Donc voilà pourquoi il est mort. Et ma maman me dit que ce jour-là, s'il avait accepté, il serait général de brigade dans l'armée française. La preuve, c'est que papa, pour vous montrer, ils l'ont arrêté, comme Modibo a été arrêté, mais il a été mis sur un train le 21, alors que c'est Modibo qui fait l'indépendance du Sénégal et l'indépendance du Soudan. Il ne faut jamais oublier ça. Ça, beaucoup de Maliens ne le savent pas. L'indépendance du Sénégal, c'est Modibo qui le proclame, puisque c'est lui qui va signer le 20 juin 1960 à Paris les accords d'indépendance de la Fédération du Mali et par rapport à la France. Donc, et c'est ça, il faut le savoir. Beaucoup de gens, j'aime bien le dire à nos frères sénégalais. Justement. Alors, et donc ça, c'était quelque chose de très important. Lui, Modibo, le 21 août, on le met dans le train. Tu t'imagines? Le train, alors qu'il est le président de la Fédération du Mali. Président par intérim, président du gouvernement, on le met dans le train pour l'expulser vers le Mali. C'est-à-dire que le colonel Soumaré, les Français l'arrêtent le 20 août, dans la nuit du 19 au 20 août, et il sera libéré que le 5 septembre 1960. Pourquoi? Parce que le 5 septembre, c'est la date où l'Assemblée législative du Sénégal déclare son indépendance. L'indépendance du Sénégal. Pour le Sénégal, pour le 4 avril. Et c'est Senghor qui fait cette déclaration. Alors lui, on l'expulse en France, et on l'envoie à Perpignan pour qu'il soit colonel là-bas. Mais il n'a jamais été à Perpignan. Il s'est arrangé avec Modibo pour venir ici comme assistant technique le 23 décembre 1960. Et ensuite, à partir du 28 décembre 1960, il a peut-être oublié qu'il était assistant technique français dépêché au Mali. Il a préféré donc sortir de la nationalité française
pour se mettre à la disposition de l'armée malienne et devenir général le 29 décembre 1960. Voilà pourquoi Modibo fait de lui tout de suite général. Chef d'état-major, et le lendemain le nomme général. C'est en souvenir de la proposition qu'on l'avait fait à Dakar. Oui. Alors ça, je suis très content important. de le... Non, très important. Parce que, et puis lui, c'est chaque jour alors ça, c'est important de le savoir. Alors, donc il était le premier, c'est très clair. Et ça a été fait en 1960. 60. Exact. Donc, Le 29 décembre 1960. 60. Et c'est juste le 20 janvier 1961 que l'armée malienne a été déclarée, c'est ça, non? Non, armée. c'est bien de poser la question. L'armée malienne a été créée le 1er octobre 1960. Le 1er octobre 1960. Création de l'armée. Il va dans mon nom. Pourquoi? Tout simplement parce que Modibo a dit à l'ambassadeur de France qui était au Mali, qui s'appelait Fernand Wibo, que je voudrais que tu dises à tes patrons à l'Élysée, là-bas, qu'à partir du 1er octobre 1960, je voudrais que, avant le 1er octobre 1960, je voudrais que toutes les bases qui sont à Gao, à Tombouctou, à Sévaré, à Nyono, à Ségou et à Kaï, quittent leur coin pour se retrouver à Kati. Ou Bek, ou Kamena, ou Tchèque. Kati. Pourquoi? Parce que Modibo voulait maintenant contrôler la présence de cette armée-là. Il leur a dit de venir à Kati. Et il leur a donné comme date butoir non négociable le 1er octobre 1960. Voilà. Donc, dès qu'il y a eu le 1er octobre 1960, regarde, les Toubabs, là, ils se sont tous repliés vers Kati. Et là, Modibo a proclamé la création de l'armée malienne, qui est le 1er octobre. Maintenant, le 20 janvier 1961, ça... D'abord, le dernier soldat français ne quitte pas le 20 janvier 1961. 20 janvier 1961, c'est une cérémonie diplomatique et militaire où je rends tout de suite hommage à Hussein Keïta, qui était chargé du protocole, et puis à Mamadou Makalou, qui était le chef de cabinet. Alors, ce jour-là, Modibo a convoqué tous les diplomates accrédités au Mali, à Koulouba. Pour leur dire, hey, mais en les appelant tous, il s'adressait plutôt à l'ambassadeur de France pour dire qu'à partir de maintenant, il ne veut plus voir de militaires étrangers sur le sol du Mali. Ça a été fait le 20 janvier 1961. C'est son discours, c'est ce qu'il leur dit. Donc préparez-vous à dégager de mon territoire. Et maintenant, on ne peut pas partir comme ça d'un coup. Alors, il y a eu une séquence. Le 8 juin 1961, c'est la base 101 qui est dégagée. C'est la base de Katib qui est dégagée. Ensuite, maintenant, le 8 juillet 1961, c'est Tessalit qui va être dégagé. Le 2 août 1961, c'est Gao qui va être dégagé. Et enfin, le fameux 5 septembre 1961, c'est la date où il y a la cérémonie à la base aérienne, là où il y a le défilé aujourd'hui. C'est là-bas que ça s'est fait, où le dernier soldat français quitte le territoire malien. C'est le 5 septembre 1961 et non le 20 janvier 1961. Mais pourquoi nous faut-on 20 janvier chaque fois? Non, on fait du 20 janvier parce que c'est le jour où Modibo fait une déclaration solennelle, non seulement aux députés, aux diplomates, mais également c'est le jour où où on a notre drapeau du Mali, vert, or, rouge. Ça aussi, ça a été... 20 janvier. Ça a été monté le 20 janvier 1961 et avec l'Assemblée nationale du Mali. Du Mali aussi. Voilà. Donc ça, c'est... Alors ça,
le 20 janvier 1961, c'est l'affirmation de notre souveraineté militaire. La création, c'est le 1er octobre 1960. Oui. 1960. L'affirmation de notre souveraineté en Yereta. En Yereta, armée côté là. Voilà. Au le 20 janvier 1961. Pourquoi? Tant que l'armée étrangère bika doukonon, il n'y a pas d'indépendance, c'est pas possible. Exactement. Alors ça, c'est ça que Komodibo a fait. Donc c'est ça, on est en train. Alors, c'est tellement vrai que lorsqu'il y a eu ce 20 janvier, le camp de Kati qui s'appelait Kangalieni. Kangalieni, c'était un général en colon là qui est venu nous coloniser. Il était capitaine là, surtout lorsqu'il était au Soudan. Le camp de Sundiata là, ça s'appelait Kangalieni. Ah, Kangalieni. Donc ça c'est un Français. C'est un Français, c'est un militaire français en colon. En colon, hein, il a massacré, il a fait beaucoup de conneries. Bon, bref. Alors, le Kangalieni. Alors maintenant, le 1er octobre 1962 est devenu camp Sundiata Keita. Voilà. Et ça aussi, c'est Modibo qui l'a donné le nom là. C'est Modibo qui a demandé au général Soumaré, au colonel Mohamed Ould Issa, qui était le premier commandant de la place de Kati. Mohamed Ould Issa. Il est venu capitaine depuis 1952. Il est capitaine dans l'armée française, mais dans l'armée malienne, il monte et puis il devient lieutenant-colonel. Et lui, et également un homme politique qui est Mamadou Sidibé, qui était le député maire de Kati, de réfléchir pour trouver le nom. Et c'est comme ça qu'ils ont donné le nom. Donc c'est les trois là qui ont donné le nom. Voilà. Mamadou Sidibé, général Ablaye Soumaré et le lieutenant-colonel Ould Issa. Voilà. C'est eux qui ont proposé. Il y a eu probablement beaucoup de noms. Mais celui qui fait le choix, c'est le chef suprême de l'armée. C'est Modibo Keïta. Il ne faut jamais oublier ça. Mais c'est là qu'ils avaient créé une commission, une sous-commission pour réfléchir. Alors je te donne. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est pour ça on peut saluer la volonté. D'ailleurs ça se trouve un peu dans toute cette Afrique de l'Ouest, la volonté de reprendre, de malianiser. Moi, je n'appelle pas ça débaptiser. J'appelle malianiser. Malianiser. Voilà. C'est un mot qu'il faut retenir. Désormais, retenir. Malianiser. Voilà. Nos rues, nos avenues, nos monuments, etc. Nos universités, il faut qu'on et puis, en cas les Samori, les Babemba, les Keba, il faut qu'on réécrive l'histoire de Babemba. Exactement. Parce que l'histoire qu'on a écrite là, c'est l'histoire où ils sont perdants. Exactement. Lorsque tu apprends, à l'école, c'est ça que nous apprenons. Lorsque tu apprends Tcheba Traoré ou Babemba, c'est parce que il a été obligé de se suicider. Ibo de Menin. Exactement. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière tout ça? Derrière tout ça. Exactement. Pourquoi Antiseka n'était historien. J'aime l'histoire, je suis plutôt diplomate, j'ai fait des études de relations diplomatiques et stratégiques. Mais je trouve, d'ailleurs, tu ne peux pas faire une bonne diplomatie si tu ne connais pas bien ton histoire. Ah oui. Ah, ça très clair. Furata là. La diplomatie, la culture et l'histoire, ni tardon. Tu ne peux pas être un bon diplomate. Tu ne peux pas défendre les intérêts de ton pays. Parce qu'il dit qu'à intérêt de ton pays, il dit c'est qu'à donc. Exactement. Alors, donc c'est important et je suis content maintenant que vous soyez venu me poser ce genre de questions. Vous ne savez pas à quel point je suis content de vous parler de tout ça. Très clair. Parce que c'est important qu'on puisse le dire. Alors j'ai écrit un livre d'ailleurs sur le général. Justement, donc on était présent lors de lancement de ce livre. Et dedans, j'en parle vraiment parce que bon, on a des occupations, donc de temps en temps. Et il est important d'ailleurs qu'on puisse écrire aussi et qu'on se rapproche des doyens avant qu'ils soient vraiment partir en réalité. Voilà. Mais alors merci beaucoup.
Son Excellence, vraiment nous avons beaucoup appris ce matin avec vous et nous savons très bien qu'à travers le monde, les gens vont beaucoup apprendre sur l'armée malienne surtout. Alors, après la création de l'armée malienne, notre général, le premier général était là. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité après 1961? Qu'est-ce qui s'est passé? L'armée malienne s'est organisée comment? Comment vous-même, en tant que fils vraiment d'un général, comment vous voyez la situation sous Modibo? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à l'armée, l'engouement, l'envie d'être malien, l'envie d'être armée malienne? Comment vous voyez ça à l'époque, sous les yeux des pères, sous les yeux de ses amis, sous les yeux même de ceux avec lesquels il partageait à ce moment l'armée malienne? Comme je vous ai dit dès le début, tous ces officiers sont issus de l'armée coloniale. Oui. Lorsqu'ils viennent intégrer l'armée malienne, ils ont l'expérience des fronts. C'est vrai que c'est des gens qui ont fait les campagnes de répression coloniale. Oui. Ça, il ne faut pas se le cacher. Ils ont fait Madagascar en 1947, ils ont fait l'Indochine le 7 mai 1954, ils ont... Bon, bref, ils ont fait ils ont combattu. Hein? Alors, mais ils ont en eux-mêmes eu, puisqu'ils ont accepté de renoncer à tous les avantages qu'ils pouvaient avoir au sein de l'armée malienne, au sein de l'armée française, pour rejoindre l'armée malienne, ils ont été mus par un élan de solidarité nationale. Tous ces officiers-là ont accepté, ça fait pas trop de bruit, tous ces officiers ont accepté de se mettre à la disposition de l'armée malienne, malgré les avantages. C'est des gens, bon, c'est vrai qu'il y a eu des humiliations, des vexations, des discriminations, mais ils avaient quand même un avantage, ne serait-ce pécuniaire ou des choses comme ça. Oui. Bon, mais ils ont accepté tous de renoncer. De rejoindre le Mali très jeune, vraiment qui n'avait rien. Et puis, il y a eu quoi? Il y a eu deux grandes phases. Il y avait la phase d'abord de Pinana Drabo, hein, qui dès le 15 février 1959 fait appel à tous les Sékou Traoré, Kélétigui, qui étaient à Madagascar d'ailleurs, qui faisaient la guerre. Justement. Et il les a fait. Alors, et ça, c'est Modibo qui lui a demandé. Hein, de le faire. De faire appeler tous ces officiers-là pour qu'ils viennent servir dans l'armée malienne, alors qu'on est dans la fédération du Mali. Oui. Hein, c'est pour créer d'abord l'armée fédérale ici au niveau de la République du Soudan, hein, parce qu'on a voté oui au référendum du 28 septembre 1958. Donc il y a la République du Soudan, hein, à partir de novembre 1958. Alors, donc ils ont accepté tous de venir. Il y a eux, alors ensuite il y a là, on a parlé tout de suite d'Anfaga, la génération des d'Anfaga, des Wallagem, tout ça, ils sont venus. Oui. Ensuite, il y a eu également la génération de Moussa Traoré. Exactement. Moussa Traoré. Donc Moussa Traoré, il a servi dans l'armée française, Moussa Traoré était sous-officier dans l'armée française. Il avait réussi le concours pour faire l'école de formation des officiers transitoire d'outre-mer, une école militaire qui se trouvait à Fréjus. Donc il a réussi l'examen, ça se faisait à Ouakam, au Sénégal. Donc il a réussi, mais sauf que lui, ils étaient 10, hein. Ils étaient 10 Soudanais. Sauf que... À ce moment, la génération de Moussa Traoré, ils étaient 10. Ils étaient 10 qui étaient en formation, mais ils n'ont pas fini la formation. Mais tous ces 10-là, ils étaient des Soudan. Ils étaient Soudanais. Hein. Nous, on avait 10 Soudanais qui sont partis et qui ont accepté de venir dans l'armée malienne. Mais ils n'ont pas eu le temps même de faire la formation, parce qu'au bout ils sont arrivés à Fréjus, en moins d'une semaine, ils ont accepté de rentrer. Ils ont accepté de rentrer dans l'armée malienne. Alors, c'est 10 officiers. Donc, il y a Moussa Traoré, il y a Moussa Keïta, il y a Sekouli, il y a Ousmane Koulibaly, il y a Jean Bolon Samaké. Ils étaient nombreux, ils étaient 10. Ouais. Et ces 10 ont répondu à l'appel du 20 septembre 1961
du général Abdoulaye Soumaré qui leur avait demandé de venir. Ouais. Alors, lorsqu'ils sont venus maintenant, il y a eu des écoles d'application Justement. pour continuer leur formation, pour ceux qui le voulaient. Ouais. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'on a créé, le 1er octobre 1952, l'EMIA, l'école militaire interarmes de c'était à Kati. Avant, c'est Moussa qui l'amène à Koulikoro. Ah, quand Moussa est devenu président, voilà, c'est là-bas qu'il a voilà, amené ça. voilà, ouais. Ah, Alors, donc ça, c'est important. Ces gens-là ont accepté carrément de se mettre à la disposition. mais est-ce qu'à l'armée. l'époque, est-ce que l'effectif était aussi... Non, ils étaient Important. moins de 1700. Hein. Ah, Oui, oui. mais il y avait tout ça là, à ce moment, des enfants du Mali militaire. Ah oui, oui. Mille et quelques. Oui, ceux qui sont la Ceux qui première sont armée, venus en tant que militaires, que ce soit officiers, sous-officiers. Hommes de rang, 1700 au total. C'est après maintenant que ça va s'agrandir. Mais à l'époque, parce qu'on savait quand même que Mali vient juste d'avoir son indépendance et très jeune, avec les autorités, nouvelles autorités, de nouvelles personnes qui n'a pas trop d'une manière l'expérience trop chosée. Mais comment Modibo faisait à ce moment pour gérer son armée? Est-ce qu'il y avait des bicéphalismes, des choses? Non, il y avait rien. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont venus sur le territoire malien, ils se sont organisés. Vous savez, le 20 janvier 1961, là, ça a été bien préparé. Hein? Ah bon? Ah oui, Modibo, vous avez des gens comme Danfaga, Sekouli, Malik Diallo, enfin, il y a même Youssou Traoré, après, malgré son accident qu'il a eu après, qui ont été chargés, surtout Danfaga, de prendre les armes qui venaient un peu de l'Union soviétique, de la Tchécoslovaquie, qui passaient par la Guinée, etc. Et de ravitailler un peu les camps. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Modibo n'a pas fait premier bataillon ou deuxième, non, il disait 33e compagnie de para, 40e. Alors ça donnait l'impression de la grandeur. Oui, pour montrer qu'en parlant, il y a beaucoup de choses derrière. Et puis il y a eu beaucoup de recrutements. Ils se sont, vers la fin, ils se sont recrutés. Mais comme officiers supérieurs, ceux qui sont venus dans l'armée, il y en avait deux. Au début, c'est le colonel Soumaré et un certain commandant Sékou Konaté. Ça, c'est une exception. Oui, mais malheureusement, il était tellement malade. Ah bon? Il a eu Quand il est arrivé? Oui, il était malade. Il a eu le grade de lieutenant-colonel dans l'armée malienne, mais il n'a pas pu exercer comme il faut. Voilà, comme il faut. Et lui, d'ailleurs, il a été capitaine en 1952, en même temps que Mohamed Ould Issa, etc. C'est la même promotion. Alors, le plus ancien, c'est Keleti Guidarabo. Hein? Lui, il est capitaine depuis 1950. Donc, voilà à peu près. Mais comment? Vous venez de parler de recrutement. Comment ça s'est passé à ce moment? Comment vous avez... Quelles sont les informations que vous avez par rapport à ces recrutements-là? Moi, par exemple, j'ai des grands frères qui m'ont raconté que le général venait au lycée Prosper Camara, c'est l'actuel lycée Asker Mohamed. Oui. Ça s'appelait Prosper Camara. Oui. Il venait là, oui, je crois que ça s'appelait Prosper Camara. Alors, il venait là-bas pour essayer de les inciter à rentrer dans l'armée malienne. C'est comme ça que vous avez un brillant général de notre armée, cher Oumar Diarra, le papa Igor Diarra, qui a été ministre, qui fait partie des gens qui ont accepté en tant que grand intellectuel et puis... Ah bon? Donc lui, il était déjà intellectuel avant d'accéder à l'armée. Mais c'est tous des intellectuels, hein. C'est des militaires, ils ont leur formation, mais lui, c'est des gens qui ont fait l'aviation. Hein. Cheikh Oumar Diarra, c'est un officier supérieur. Alors ça, il y a lui, et ça c'est surtout à cause des événements du Nord. Oui. Hein, 63, 64. On allait en venir tout de suite voilà, même. Parce que selon nos informations, la première rébellion a été chose sous Modibo Keïta. Oui, c'est vrai. Mais comment cela est arrivé? Mais cela est arrivé parce que depuis janvier 1957, les Français avaient pour projet,
peut-être même c'est plus antérieur que ça, de créer ce qu'on appelle le Grand Sahara français. Ah, d'accord. Alors maintenant, c'est ça. Ils avaient Donc la source même des rébellions du Mali, c'est dans ça. C'est dans ça, quoi. En tous les cas, c'est pas loin de ça. Il y a d'autres raisons. Il y a ça. Et c'est tellement vrai qu'il y avait un ministre-chargé du Sahara qui s'appelait Max Lejeune, qui était dans le gouvernement de Charles de Gaulle. Hein? Ah oui, En France, là-bas. En France. Donc ces gens-là avaient ce projet-là. Maintenant, vous savez, au niveau du Nord, nous, les Français, de façon, dans cette période-là, les Français n'ont jamais compris d'abord que nous soyons assez serviables vis-à-vis de la révolution algérienne. Les Algériens, là, le Gao, c'était une base. Il y avait une unité combattante qui se trouvait à Gao. De l'Algérie, qu'ils étaient à Gao. À Gao. Même Abdelaziz Bouteflika était Oui, à Gao. selon nos informations. Avec le psychiatre brillant, vous avez entendu parler de François Fanon. Et le gouverneur là-bas, c'était Bakary Diallo, sur ordre de Modibo. Et puis il y avait ensuite, on a eu un grand officier qu'on ne parle pas tellement, qui est Dibi Silla Sijara. Dibi Silla, nous avons... Il y a Dibi Silla, Alassane Diarras, alors ils étaient là eux aussi. Et Camara, le lieutenant Camara. Donc tout ceci, ils ont accompagné en Algérie, ces gens de l'Algérie pour avoir... Non, ils les ont aidés, coordonnés, renseignements, jusqu'à Bamako. Même à Bamako, ici, leurs sources de renseignements, les Algériens, c'est nous qui les informons. Hein? Ah oui. Donc le Mali a beaucoup contribué à l'indépendance de l'Algérie. Non seulement ça, c'est le côté militaire. Maintenant, le côté diplomatique. Depuis le 7 janvier 1961, avant, le fameux, vous avez entendu parler du groupe de Casablanca. Casablanca, oui. C'est le 7 janvier 1961. C'est nous, Maliens, qui prenons la main de l'Algérie pour l'amener au sommet de... Ah bon? Ah ben oui. Et c'est pas fini. Même lorsqu'il y a eu le sommet des non-alignés en septembre, le 6 septembre 1961, c'est nous encore qui prenons la main de l'Algérie. Pour l'amener là-bas. Pour l'amener là-bas. Donc, diplomatiquement, on les a aidés. Militairement, on leur a permis vraiment... et puis ensuite, la déstabilisation va commencer parce que l'OAS, organisation de l'armée secrète, là, qui était qui était contre l'indépendance de l'Algérie, ils étaient un peu vers nos frontières parce qu'ils savaient bien l'aide que nous fournissons à l'armée algérienne. Ça, c'était une branche de l'armée française. Non, c'était une branche, disons, bon, tu sais, avec les renseignements, c'était, disons, une branche de l'armée qui était, c'était même pas une armée, une sorte de milice qui était contre l'indépendance de l'Algérie. De l'Algérie. Voilà, lorsqu'ils ont senti que De Gaulle comprenait qu'il ne pouvait plus garantir la colonisation en Algérie et qu'il fallait partir. Donc c'est l'histoire des 13 mai 1958 vient de là d'ailleurs, la tentative de coup d'État des généraux. Alors c'est là maintenant que certains Français et des officiers ont dit non, nous ne voulons pas que le bijou que constitue la colonie nous échappe. Donc c'est ça. Bon, nous on aurait pu connaître ça si jamais on avait fait le vote oui au référendum de 58. Si le Mali avait fait ça. Ah oui, si on avait fait ça, Modibo a fait ce qu'on appelle du réalisme politique. Et ensuite, il voulait voter oui pour que Sénégal, tout ce qu'on votait oui, nous puissions refaire la fédération du Mali qui devait regrouper toute l'Afrique. Donc voilà, donc ça c'est pour vous dire que la rébellion du Nord, ensuite maintenant vous connaissez puisque vous êtes de là-bas, je suis de Bamba, et maintenant, bon, l'aristocratie touareg, d'ailleurs ceux qui ont lutté pour ça, c'est une infime minorité. Justement, et ça continue. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est les non... Mais la question que j'aimerais poser, cela veut dire que la France était toujours un peu ça fait quoi, à la base d'une manière de la création de la rébellion au Mali. La France était toujours dedans. Alors, comme je te dis, ce qui est sûr, c'est que la France voulait ce qu'on appelle le Grand Sahara, parce qu'il y avait du gaz et du pétrole.
Donc en voulant ça, il faut créer un pays tampon. Et bon, maintenant, lorsqu'on n'arrive pas à le faire avec une partie de l'Algérie, une partie du Mali... Donc l'Algérie aussi avait refusé de ça. Donc il y avait une partie aussi de l'Algérie qui fait partie de ces grands Sahara. De ce grand Sahara, oui. Vers notre frontière, les Tizawaten. Oui, Tizawaten, oui, parce qu'il y a Tizawaten Mali, il y a Tizawaten Algérie. Alors, toutes ces choses-là, alors ça allait se faire. Maintenant, il faut... Et ensuite, il y a autre chose qui est très important. Maintenant, nous, la rébellion, maintenant, lorsqu'ils ont laissé tomber ce projet, parce qu'à partir de 1960, De Gaulle, la France a laissé tomber ce fameux grand. Mais bon, le projet peut continuer. Oui. Alors, peut-être que nous... Sous la table, ça peut être continué, mais sur la table, ça a été laissé. En tous les cas, ils ont arrêté. Voilà, réponse diplomatique. Alors, mais peut-être que le Nord, notre Nord, que Modibo a défendu bec et ongle, avec des officiers. Mais comment il gérait la rébellion, là, Modibo, avec ses militaires? Comment il gérait Modibo l'a géré d'abord. Les gens retiennent juste l'aspect militaire. Oui. Modibo a fait beaucoup d'approches avec ces gens-là. D'abord, ça a commencé depuis la première création du gouvernement au temps du Soudan. Ah oui, il y a eu le gouvernement et c'était Mamadou Madera Keïta qui est allé au nord pour discuter avec ces gens-là. Avec ces gens-là. Et d'ailleurs, la majorité ont dit que non, nous reconnaissons le Mali. On leur a dit, là, certains, tu vois, peut-être on leur a dit, non, n'acceptez pas d'être avec les nègres. Nous l'avons appris. Nous l'avons appris que certains disaient que dans tout où il y a des peaux blanches là, ce sont eux qui gouvernent. Voilà, on ne doit pas accepter. Ça, nous avons appris que les Français, on les a dit ça. Bon, en tous les cas, ils l'ont dit, ils l'ont pas dit. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ces gens-là, beaucoup parmi eux, ils étaient minimums quand même. Hein, oui, trop. Et considéraient que non, à l'indépendance, ils ont même écrit à De Gaulle. Ah bon? Pour dire que non, nous voulons notre indépendance et nous voulons rester d'ailleurs avec la France. Hein. Ça, c'est les grands chefs là. Bon, donc, Modibo a tout fait. D'abord, comme je t'ai dit, il a envoyé Madera Keïta pour régler ce problème. Ça a été OK. Il a fait même des rencontres avec des Algériens, avec des Marocains. Il a discuté avec eux-mêmes, avec les chefs de Kidal. Parce que c'est eux là, les hameaux. Ce sont eux qui étaient à la base de. Voilà. Parce que nous, les descendants, on a quand même les descendants de Féroun qui sont dans justement, le nord. Oui. Et Féroun, tout le monde connaît Féroun. Oui. Et je crois qu'il faudrait qu'on ait l'habitude ici de mieux célébrer Féroun. Parce que c'est une autre figure nationaliste. Justement. Donc lui, il avait l'entête, l'envie, l'esprit d'être avec le Mali sans... non. En tous les cas, il n'y a pas eu de problème. Alors ça, c'est du côté de Menanka. Hein. Oui, vers Menanka. Voilà. Comment dirais-je là... Et puis on a nos Kunta aussi au niveau de Tombouctou. Tombouctou, exactement, oui. Vers il n'y avait pas de... Des problèmes. Exact. Et Modibo, la solution militaire, ça a été l'option en dernier ressort. Oui. Et là, bon, maintenant, Dibi Silas était à la fois commandant de cercle et chef des opérations militaires au niveau de Kidal. C'est lui qui conduisait ces opérations-là. Ces opérations avec Mamadou Sissoko, avec Alassane Diarra, ils étaient tous capitaines. La plupart d'ailleurs, à part ils ont fait des campagnes, en Algérie, tout ça. Alors, même, ils viennent tous de l'Algérie. C'est des donc qui connaissent un peu la mentalité. Tous ces trois officiers que je viens de te dire ont fait la campagne. Alors, le chef d'état-major général, le général Soumaré, donc, leur a demandé d'aller là-bas, pour essayer maintenant de faire en sorte que de défendre l'intégrité territoriale. Alors, bien entendu, dans tout mouvement militaire, et dans toute action militaire, il y a eu des dérapages. Justement, ça c'est très clair. Mais ça, c'est l'armée. Mais il y a eu aussi des actions de développement en couleur. Dibi Sila a aussi
créé des structures scolaires, a amené beaucoup de jeunes à l'école, à propager l'agriculture, enfin à renforcer l'agriculture, l'élevage, même la culture. Bon, mais seulement beaucoup d'actions qui ont été faites là-bas. Hein, et c'était une zone militaire. Il ne faut jamais oublier ça. Hein, chaque fois qu'on parle de... Mais il y a un moment donné, il nous a dit que le Nord a été délaissé pour envoyer un militaire au Nord. C'est comme si on veut punir, ainsi de suite. Est-ce que ça a été le cas? Je vais vous dire, au temps de la Première République, l'état-major général, à chaque fois qu'un officier sortait, soit de l'école de l'EMIA, ou soit des groupes de formation, ou alors qu'il accédait au grade de sous-officier, au grade d'officier, il était tenu d'aller au nord. Oui. Pour au moins déconnaître. Non, ça, il n'y avait pas de Nyamaïma. Hein, le général Soumaré a dit même à quelqu'un, tu pars ou tu pars. Ah oui, ça veut dire entre les deux. Tu pars au nord ou bien tu pars de l'armée. C'est très clair. Fratala. Oui. Tu pars ou tu pars. Voilà. Donc ça, c'était une politique. Oui. C'était ça. Donc la plupart de nos anciens officiers... Mais qu'est-ce qui a été derrière cette politique-là? Et réellement, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été derrière? Ça fait en bas de cette politique-là, c'était quoi? Par exemple, il faut, quand tu sors, quand tu veux... Mais c'était pour renforcer non seulement l'unité nationale. Okay. Par exemple, un gars qui est de Sikasso. Oui. On t'envoie à Tinzaouaten, par exemple. C'est pour connaître la culture. Non seulement, connaître la culture et que tu te mettes dans la tête que Tinzaouaten, c'est comme Sikasso, ça fait partie du Mali. Du Mali, exactement. Ouais. Et ça, et même ça se faisait pas seulement avec les militaires, même les civils, les enseignants, les instituteurs. Justement. Il y avait beaucoup de déplacements comme ça. Donc tous qui devront servir la nation devront servir le Mali partout. Partout où le Mali est. Voilà, il n'y a pas de ne bora sego mbeto sego otalare. Il bora sego ibeta gao. Oui. Il t'état gao yere. Tu vas aller derrière gao là-bas. Oui. Voilà. Gare à toi si jamais tu dis qu'il beta sego. Donc là, bon, maintenant. Ce que nous parlons aujourd'hui, moi je suis de telle ethnie, je dois servir telle ethnie. Donc ça, Modibo avait évité ça depuis longtemps. Non, l'armée malienne, c'est le creuset de la nation malienne. Oui. Il n'y a pas d'ethnie. On ne connaît pas le mot ethnie dans l'armée. Tu sais qu'est-ce qu'on connaît? Le commandement. Oui. Tu respectes la discipline militaire. Tu ne respectes pas, on te fout au gnouf, à Bana, Foïtala. Il n'y a pas de... je ne sais pas, tu es sorti de la cuisse de Jupiter. Tu ne respectes pas l'ordre. Au cachot. Oui. Ou bien on te manœuvre, hein, tu sais, les manœuvres militaires là. Moi, c'est pour ça, ma armée, parce que si tu es fils du général Soumaré, tu rentres dans l'armée. Ou bien manœuvre. Mais, Azarma, vous n'avez pas un frère et une sœur qui a fait l'armée? Aucun. Mais pourquoi lui? Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, pour être en armée, il faut être le fils d'un militaire. Non. Mais pourquoi vous n'avez pas fait? C'est-à-dire que ça, peut-être que c'est le fait que papa soit parti très tôt et qu'on a même quitté le Mali. Moi, j'étais entre le Sénégal, la France. Bon, on n'était pas très stable au Mali. Et ensuite, la culture militaire, pourtant, ma maman, c'est on ne dit pas la générale, on dit la maréchale. Ma maman, elle nous a éduqués de façon très forte, très disciplinée. Oui. Hein? Mais aucun d'entre nous, moi je suis jumeau, mon frère jumeau. Ah, vous êtes jumeau. Voilà, je suis jumeau, mon frère jumeau est architecte. Hein? Il est architecte. Il vit, machallah. Il était là au Mali, il a fait tous les camps. Autant d'ATT là, celui qui fait restaurer un peu les camps militaires, et lui il a fait Gao, il a fait Kidal. C'est lui qui connaît le Mali. Ah oui. Moi, à part Ségou, Sikasso, les coins bons là. Mais le nord là. J'ai été à Tombouctou avec le bateau sous-marin, mais j'étais très jeune, en 1966, mais je me rappelle pas. Tandis que mon frère jumeau, par contre, lui, il a bourlingué dans tout le... Dans tout le Mali. Dans tout le Mali, lui. Parce qu'il est architecte. Là où il y avait un camp militaire, il a été... Bon, maintenant, il est entre le Burkina. Alors, donc, voilà, on n'a pas fait... Et j'ai mon petit frère qui porte le nom du président Modibo Keïta,
qui vit aux États-Unis. Actuellement. Ouais, qui vit aux États-Unis. Donc c'est l'homonyme du président. Encore la question est que on sait quand même aujourd'hui un fils d'un militaire est destiné à être militaire. Ouais, un fils d'un policier est destiné à être un policier. Certains même font rentrer plus de 10 enfants dans leur corps. Maintenant. Mais moi j'allais penser que même si général n'a vu pas comme il était général, le premier général surtout, on allait récupérer ces enfants pour les mettre en armée parce qu'il faut qu'ils soient en armée, il faut remplacer le père. C'est ça que les gens pensaient. Non, mais maintenant, il faut, moi je suis pour que tu sois fils de militaire ou pas, si tu réussis et que tu as les compétences, tu as la vocation, que toi-même irais. Toi-même tu as envie et tu as les compétences, tu réussis au concours, aux examens. Donc, qu'est-ce qui a foutu notre armée un moment par terre? Exactement. C'est justement ce que tu dis. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Et c'est ça qu'il faut. Les gens, ils viennent, celui qui traîne à la maison, là, qui ne fout rien, bon, t'as armée là. Alors que l'armée là, si tu traînes là, d'abord, il est boulé où? Ah, ça c'est clair. Si on te prend là, tu vois les formateurs là. Oui. Il a là. Ou quoi du coup là? Alors, c'est la plupart de ces petits bandits là, petits gens, enfants gâtés, mais ils ne restent pas longtemps. Oui. Alors maintenant, si tu les montes en grade, le jour où le Mali est en situation conflictuelle, tu vas leur donner le commandement à Baké Tchougoudi. Donc il faut la compétence. Et moi, je suis content qu'il y ait cet esprit de recrutement avec examen, avec... Tu n'oses même... Avant, je sais que les gens... Nous, par exemple, à la maison... le problème s'est posé, surtout à mon niveau. Parce que moi, il y a un moment, j'ai voulu me lancer dans la carrière militaire, mais il faut le vouloir. Bon, après maintenant, c'est la diplomatie, la politique. Comme j'étais un agitateur, j'aimais bien aller faire le maoïsme. Là. Alors, c'est ça qui m'a détourné. Je n'ai pas dû lire les livres de Mao Tse-tung. Encore que Mao, c'est l'armée du peuple. C'est l'armée populaire. Hein. C'est l'armée avec les... Bon, mais bon, voilà. Donc, peut-être que ça m'a un peu dévié de ma vocation, quoi. Alors, et c'est tellement vrai. D'ailleurs, je profite de votre micro pour dire que le fait qu'on aurait dû, nous, le Mali, être présents à Tcharoy, et ça c'est la faute à la commission qui était chargée d'organiser Tcharoy, parce que Tcharoy, la plupart des gens qu'on a fusillés là-bas, il y a un bon nombre de Soudanais. Hein. Ah bon? Beaucoup de Maliens étaient dedans. Un bon nombre. Bon, en ce temps, on disait Soudan. Soudan, mais... Le 1er décembre 1944. Justement. Alors, tu vois, et moi, je me souviens, lorsque je organisais les grèves à Dakar, là, moi, on m'a renvoyé du lycée et tout ça. Mais on avait l'habitude... Entre autres. Mais on avait l'habitude d'aller à Tcharoy pour crier là en bas le colonialisme sans savoir. C'est la vraie histoire, comme Dimbokoro. Hein, tu connais le poème de David Diop. Justement. Voilà. Mais on ne savait pas. Alors que la plupart de nos frères sont descendus là-bas. On sait seulement que le général Marcel Dayan, qui était le chef d'état-major de l'armée colonial entre le Sénégal et la Mauritanie, c'est lui qui commandait, a donné ordre au lieutenant-colonel Lebert d'ouvrir le feu sur les tirailleurs qui ne demandaient que leurs droits. Ils leur demandaient juste leurs droits. Alors maintenant, on ne peut pas dire que c'est juste les colons de Dakar qui ont fait ça, puisque le général Marcel Dayan, pour ouvrir le feu, là, il a demandé l'autorisation au chef de l'AOF, des troupes tirailleurs de l'AOF, le général Yves de Boissel. Donc c'est les autorités même qui les ont demandé de faire, ou bien c'est les militaires, les gens là-bas là. Hey, Gatier, un militaire ne prend jamais la responsabilité d'ouvrir le feu sans un protocole ou sans une autorisation. Et Marcel Dayan, il a demandé ordre à son supérieur, qui est le général Yves de Boissel, qui se trouvait à Paris, au ministère de la Défense, et qui était le chef d'état-major des troupes des tirailleurs de l'AOF. Et il lui a donné ordre. Et si lui, il donne ordre, il faut suivre le commandement. Si lui, il donne ordre,
Qui l'a donné ordre à lui de donner ordre? Exactement. John Doe. Ah, c'est les plus... c'est- RDA, faut dire. Voilà. Ça, c'est le plus haut niveau. Voilà. Donc voilà. Donc tu sais, et dedans, Mais on les a tués, c'est pour éviter de les payer ou bien... éviter de les payer. Moi, par exemple, lorsque j'étais ambassadeur du Mali en Turquie, j'ai découvert ce qu'on appelle les Dardanelles. Hein, c'est Gallipoli, où tu as une centaine de tirailleurs sénégalais enterrés là-bas. Il y a un cimetière musulman, Ah bon? un cimetière français. Ils sont enterrés là-bas. Ça, c'est où? Ça, c'est où? En Turquie. J'ai même Et en Turquie, là-bas? En Turquie. Le président Ibeka, je l'ai même amené là-bas. Ah bon? Et là-bas, tu as des Keïta, des Konaté, des... C'est écrit comme ça sur le... C'est leur tombe, Keïta. Il y a même le prénom. Tout. Il y a des noms, ouais. toutes sortes de noms. Burkinabé. Tu sais, les tirailleurs, il y avait plus de Burkinabé, de Soudanais que de Sénégalais. Hein. Ah bon? Ah, il faut le savoir. Alors, tu vois, ils étaient tous enterrés là. Et parmi eux, ça c'est le 25 avril 1915. Oui. Alors moi, ça m'a frappé, puisque lorsque j'étais tout jeune et que j'allais souvent à la maison des anciens combattants, parce qu'il y avait des vieux là qui avaient connu mon papa, et il me parlait tout le temps des Dardanelles, mais moi je croyais que c'est... Hein, le vieux il raconte... Et c'est arrivé en Turquie que j'ai vu ça. Et j'ai été aussi avec le président Ibeka. Mais qu'est-ce que s'est passé là-bas? Et là-bas, c'est pas compliqué. Il y a eu beaucoup de morts de tirailleurs. Il y a même une histoire qui est terrible, que beaucoup ne savent pas. Parce que vous savez, en ce temps, la Turquie, c'était l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman était allié à l'Allemagne. Contre la France, contre la Russie, contre l'Angleterre, contre le Canada, contre les États-Unis. Bon, c'est la guerre 14-18. Hein. Justement. Alors, donc, ils étaient alliés. Alors maintenant, il y a un moment, on m'a raconté ça là-bas. Et il faut documenter ça. Il y a eu l'appel du Muezzin. Les Ottomans, c'est des musulmans. C'est les fronts, hein. Alors, les Français sont de ce côté, l'armée française est de ce côté, les Ottomans sont pas loin de l'autre côté, avec quelques Allemands d'ailleurs. Oui. Alors, donc, il y a eu l'appel à la prière. Donc, certains des tirailleurs sénégalais, là, ils ont laissé leurs fusils et ils sont allés répondre à l'appel de la prière. Allahu Akbar. Ils ont prié. Parce que ce sont les musulmans. Pur, ils ont prié. Lorsqu'ils ont fini de prier, ils sont revenus dans leur camp. Les Ottomans n'ont rien fait. Hein. Ils sont revenus dans leur camp, mais après, on les a mitraillés. Comme ça. Ah, Mais on ne sait pas qui l'a fait parce que c'est qu'ils étaient... Leurs ennemis n'ont pas fait. En tous les cas, ils ont prié avec eux. Avec leurs ennemis. Avec leurs ennemis. Après la prière, ils pouvaient les égorger. Oui. Ah, on ne les a pas égorgés. On connaît. On les a. Alors, bon, maintenant, c'est à nos historiens d'aller régler ce problème. Vraiment, chercher à connaître ça, nous De connaître, parce que moi, je suis allé comme ambassadeur et je suis tombé sur ça. Sur ces informations comme ça. Voilà, et puis voilà, ça m'a intéressé, je me suis un peu excité, bon, voilà, ça m'a intéressé. Mais à eux, alors donc, il y a beaucoup de travail à faire. Ça, par exemple, il faut le savoir. Vraiment. Et là-bas, beaucoup de Maliens ne savent pas. Les gens, ils vont en Turquie là pour acheter des fauteuils. Wallahi. Mais ils n'ont qu'à aller faire des doigts. Il y a plus d'une centaine qui sont couchés là-bas. À Tchalankale, ça s'appelle Tchalankale. Bon, c'est une ville... Voilà, c'est un coin qui se trouve, c'est la Méditerranée turque. Hein, ça, si tu vas là-bas, tu passes par Istanbul, après souvent même les gens vont en paradis. Vous savez, son Et excellence... ça, c'est important. C'est comme Tcharogne, où il y a plein de gens enterrés là-bas. Eh bien, Tchalankale, mais il n'y a pas que ça. Hein. En France, il y en a en pagaille aussi, des cas comme ça. Mais cela va me pousser à vous poser une question qui n'a rien à voir avec les thèmes d'aujourd'hui. Que pensez-vous des propos tenus par le président Macron l'autre jour, en parlant vraiment de l'ingratitude? En général, un diplomate ne répond jamais aux propos d'un chef d'État. Ah, mais on sait pas. Mais c'est un chef d'État qui... Mais je vais te dire, c'est une blague que je te fais. Non, je crois que
on ne peut pas dire qu'on a été ingrat. Le contraire. Le contraire. Je vous ai expliqué comment ces gens, comment nos officiers là, qui sont venus dans l'armée malienne, là, comment ils ont connu la misère au sein, les humiliations. Exactement. Et eux là, comment ils ont utilisé nos ressources. Vraiment. Tu sais que pendant la Première Guerre mondiale et même la Deuxième Guerre mondiale, mais l'office du génie, tout ce qu'on avait comme mille grains, arachides, patates, mais tout allait... On les emportait. On les emportait. Il n'y a pas seulement notre chair, mais il y a aussi nos ressources. Et puis ça continue. Allah. Et nous, aux Nations Unies, bon, ça c'est le diplomate qui te parle, mais c'est quoi qui donne le siège de la France au Conseil de sécurité? Mais c'est nous. Ah bon? Mais écoute, tu sais, lors de la Deuxième Guerre, lorsqu'il fallait créer le Conseil de sécurité, là, mais Churchill, il ne voulait pas que la France ait un siège au Conseil de sécurité. Mais il dit, mais vous, on vous a battu, non? Nous, on est venus vous sauver en 1940. Oui. On vous a battu, les Allemands. Churchill, c'est qui? C'est l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne. Grande-Bretagne. Alors, il dit, mais militaire. Hein, il lui dit, mais vous, on vous a battu. Donc, alors, pourquoi les Français ont pu rester? C'est à cause de l'empire colonial français. Oui. C'est parce que ceux qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, ce sont les Anglais, les Américains et les tirailleurs. Ça, c'est ma conviction. Oui, ça c'est nous les nègres. Nous les nègres qui avons donné notre riz, qui avons donné nos hommes les plus valides. Hein, j'ai une pensée pour Bazani Terra. En 1915, Bazani, ils se sont révoltés. Il y a eu beaucoup de révoltes hein, lors du recrutement qui était organisé par Blaise Diagne, qui était le premier député de l'AOF. Hein. Donc voilà vraiment... non, vraiment, donc là, on ne doit pas parler de l'ingratitude aux Africains. Ah, non, pas possible. D'accord, on va conclure pour aujourd'hui. Vraiment, d'abord, nous vous remercions vraiment très sincèrement et très valablement d'accepter de partager ces bons moments avec nous. Ça me fait plaisir. Parce que vous savez, c'est la première fois d'entendre certaines choses. Je ne l'ai jamais entendu depuis que je suis rentré à l'école jusqu'à là où je suis. Je n'ai jamais entendu. Je suis journaliste, formé être journaliste. J'ai fait 3 ans de formation pour être journaliste, mais je n'ai jamais entendu parler de telles choses. Ok, tout ça on doit apprendre avant d'être vraiment sur le marché de l'emploi. Ah, oui. Mais ce que vous avez dit, pour pouvoir être un bon enseignant, pour pouvoir être un bon journaliste, mais il faut connaître ces informations. Ah oui. Mais tout ça là, il cache. Il cache. Alors il masque. Il faut régler ça. Il dissimule tout ça là. Il faut. Parce que moi, de temps en temps, je me dis que il est temps, d'ailleurs, il ne faut pas seulement dire refondation, mais il faut, et d'ailleurs, je crois qu'il faut mettre quelque chose. Il faut que nous, d'ailleurs, il y a des historiens maliens qui se sont organisés pour réécrire l'histoire militaire, pour réécrire l'histoire politique, etc. Il y a des je rends ici hommage au professeur Boulaye Konaté. Donc, il y a une volonté de reprendre notre histoire et de l'écrire par le loin. Parce que l'histoire qui est écrite actuellement, c'est l'histoire du lion. Oui. C'est l'histoire de celui qui a gagné. Ah bon? Soi-disant qu'il a gagné. Qu'il a gagné, oui. Alors que si nous on écrit, on saura qu'on a aussi gagné. Donc c'est ça qu'on doit faire et on doit donner ça à l'école à nos enfants. Que tout le monde apprenne. Que tout le monde apprenne ça. Voilà. Qu'il y ait des conférences, je suis d'ailleurs ce que tu es en train de faire, ça c'est patriotique. Je vous félicite pour ça, d'être venu, c'est ça le nationalisme, l'amour du Mali, c'est ça. Oui. C'est pas seulement défiler dans la rue, crier là. Oui. Non, c'est vraiment apprendre, connaître, surtout pour la nouvelle génération. Oui. Nous connaît, voilà. Si on ne le dit pas, hein, avec quelque chose. Justement. Hein, on a presque là, quoi. Vraiment. Mais sinon, si vous ne l'apprenez pas, bon. Vraiment, et ça n'est pas bon. Voilà. Vraiment, ça n'est pas bon. Est-ce que vous avez une dernière chose à dire dans cet entretien pour un message à passer à la jeune génération surtout, à ceux qui ont de l'amour aujourd'hui,
de notre femme, de nos femmes, de nos vaillants hommes qui sont en train de se battre aujourd'hui pour que le Mali existe, qu'il continue à être existé. Qu'est-ce que vous avez comme message? Et ça c'est important, ce que j'ai à dire à ce niveau-là. Oui. Vous ne pourrez jamais négocier en étant en rapport de force si sur le terrain militaire, vous ne maîtrisez pas le terrain. Oui. Il ne faut jamais se faire l'illusion qu'une négociation est possible quand on est dans une période de recouvrement de notre territoire national. Oui. La mission, c'est de recouvrer notre territoire. La mission, après Kidal, qu'on avait perdu en 2014, dans des conditions assez lugubres, vraiment, c'est maintenant de continuer, de savoir atteindre partout. Et en ayant dans la tête que la crise au niveau du Sahel central va se propager au niveau de tout le Sahel. Oui. C'est pour ça, c'est bien que les chefs d'État des pays du Sahel commencent à se rencontrer, à partager des informations, à définir des stratégies militaires et même diplomatiques. Oui. Hein? Et ça, c'est important. Je salue par exemple la venue du président du Soudan ici. Il est passé à Bamako, il est aussi allé à Dakar. Alors ça, c'est important parce que ce qui va se passer, c'est que à l'heure actuelle, toutes les richesses minières stratégiques, l'énergie, le pétrole, tout ce que vous voulez, l'eau, tout ça se trouve dans notre espace, la bande sahélo-sahélienne. Ouais. Et je profite de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à Amadou Toumani Touré, exactement, qui a, dès 2008, compris, même 2006, compris qu'il fallait créer une conférence sahélo-sahélienne pour que nous tous, nous puissions nous unir, travailler à une stratégie pour pouvoir repousser ces envahisseurs, ces impérialistes qui ont comme objectif, que ce soit qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, du Moyen-Orient ou n'importe quoi, leur seul objectif, ce sont nos ressources. Il n'y a rien d'autre. Donc, c'est une occasion, en ce 20 janvier 2025, de le dire haut et fort. Mais au niveau interne, il faut que les hommes politiques, les intellectuels, tout le monde comprennent que vous ne saurez faire de règlement politique tant que vous ne montrez pas votre capacité en hommes et en matériel de reprendre le contrôle, la possibilité de contrôle de votre territoire. Ouais. Sinon, vous allez négocier en position de faiblesse. Ouais. Et négocier en position de faiblesse, c'est créer les accords d'Alger. Ouais. Et ça, c'est la cata. Vraiment. Voilà. Moi, voilà le message que je voulais dire, et je prendrai mes responsabilités pour le dire plus haut, parce que je suis plus tenu par la diplomatie. Exactement. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et Tchédédou était à la partie technique, pour ne pas dire à la caméra. Amadou Salah Touré, l'enfant d'Abakoira, les journalistes de terrain, les journalistes de tout terrain également, était vraiment au micro avec notre cher, son excellence, le fils de l'ancien général, ou on peut dire le premier général de l'armée malienne, Ibrahim Soumaré, qui a fait vraiment quelque chose aujourd'hui très extraordinaire, parce qu'on ne peut pas oublier ce qu'il est en train de dire. Ça, on doit garder ça, on doit vivre avec ça. Vraiment, on doit avoir ça dans nos sangs. On doit avoir ça dans tout ce qui nous a cher en réalité. Parce que je ne peux pas comprendre que nous connaissons tout ça là et qu'on va continuer à faire des tâtonnements, à faire des choses en demandant toujours au secours, au secours. C'est très grave. Alors, merci vraiment Ibrahim Soumaré, son excellence. Merci, que Dieu vous donne vraiment une très longue vie. Amen, pour continuer à aider ces jeunes-là qui ne comprennent rien, qui sont perdus. Voilà. Nous avons entendu, moi j'ai entendu des gens qui disent non mais il faut laisser le Nord, la Syrie ne veut pas nous laisser en paix. J'ai entendu des gens qui ont dit ça. Jamais. Ils viennent de dire qu'avant, pour être un bon d'abord fonctionnaire, il faut que tu sers au Nord d'abord avant de venir. Ah ouais. Sinon tu pars ou tu pars.
Voilà. Mais aujourd'hui, même j'en demande de laisser le nord. Parce que tout simplement, pour eux, il y a de la mort là-bas. Non, c'est le Parce que tout simplement, pour eux, là-bas, c'est pour punir, c'est pour aller faire des pénitions aux gens, pour aller tuer des gens. Non, vraiment, c'est déplorable. Alors, merci beaucoup. Merci, Son mon Excellence. cher ami. Que Dieu nous donne vraiment longue vie Amen, et que amen. Dieu nous montre un autre jour Amen. pour que nous puissions encore parler sur de un tout autre ça. sujet qui va être plus encore très vraiment important que ça. Et ça va pas, ce sera pas long, hein, bientôt. Inch'Allah. Vraiment, merci beaucoup. Merci, Et Tiedo, Touré. on se donne rendez-vous, Inch'Allah. À la prochaine. Ouais.